La Banque d'État a tenu mercredi à Hanoï une réunion pour fixer les missions du secteur bancaire pour 2019. 2018 a été une année de succès pour les entreprises de commerce électronique du Vietnam. Le village d'abricotiers d'agrément Thế Chí Tây dans la province de Thừa Thiên Huế est prêt pour le TET. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal francophone. La Banque d'État a tenu mercredi à Hanoï une réunion pour fixer les missions du secteur bancaire pour 2019 en présence du Premier ministre Nguyen Xuân Phúc. En 2018, le marché monétaire et celui des devises étrangères sont tous deux restés stables, contribuant grandement à la maîtrise de l'inflation à 3,54%. C'est la 5e année consécutive que l'inflation est maintenue à moins de 4%, selon un rapport présenté lors de la réunion. En outre, le taux de change est lui aussi resté stable. Le marché des devises étrangères s'est particulièrement bien porté. Les réserves de devises étrangères ont atteint un record de 60 milliards de dollars. Le chef du gouvernement a insisté sur les efforts du secteur bancaire dans le règlement des créances douteuses et dans l'augmentation de la réserve de devises étrangères. Nguyen Xuân Phúc a enfin recommandé au secteur bancaire de continuer d'améliorer son niveau de gestion et de direction et de raccourcir les écarts en matière de technologie entre le Vietnam et les pays dans la région. Le ministère des Finances a tenu aujourd'hui à Hanoï sa conférence bilan de 2018 en présence du Premier ministre Nguyen Xuân Phúc. Le chef du gouvernement a salué le travail accompli par le ministère et l'excédent de recettes de 7% réalisé en 2018. Il a ensuite détaillé les missions pour 2019 en plaidant pour un accompagnement plus fort des PME. Alors que l'économie vietnamienne s'ouvre de plus en plus au tissu économique mondial, les petites et moyennes entreprises sont les plus vulnérables. Le Premier ministre Nguyen Xuân Phúc a ainsi souligné qu'il faut les soutenir et les accompagner dans cette transition. Il est donc essentiel d'appliquer les dispositions de la loi sur le soutien aux PME, de simplifier les formalités administratives et de favoriser leur développement en 2019. Le Premier ministre Nguyen Xuân Phúc a reçu ce matin à Hanoï le gouverneur de la République démocratique populaire laotien, Sonexay Sitphaysa. Il a rappelé que lors de la 41e réunion du comité intergouvernemental entre le Vietnam et le Laos le week-end dernier, les premiers ministres des deux pays ont approuvé le plan de coopération pour 2019 qui visait principalement à accroître les échanges commerciaux bilatéraux d'au moins 10% par rapport à 2018. Le Premier ministre Nguyen Xuân Phúc a affirmé que le Vietnam est toujours prêt à soutenir le Laos pour assurer sa stabilité économique et son développement. Dans cet esprit, le Premier ministre a chargé la Banque d'État du Vietnam de continuer à coopérer et à soutenir activement la banque laotienne, notamment par l'envoi d'experts au Laos. Le gouverneur Sonexay Sitphaysa, quant à lui, a affirmé son désir de continuer la coopération et le partage des expériences avec le Vietnam, en particulier dans les domaines financiers et bancaires, ainsi que dans la gestion des changes et de la politique monétaire. En 2018, le chiffre d'affaires à l'exportation du Vietnam a atteint un record avec 244,7 milliards de dollars, soit une hausse de 13,8% par rapport à 2017. La forte augmentation de la valeur d'exportation a été un facteur important, contribuant à la croissance économique de 7,08% du Vietnam. Pour avoir un regard rétrospectif sur les jalons importants des exportations vietnamiennes en 2018, la raison de ce succès ainsi que l'objectif fixé pour 2019, nous avons eu un entretien avec M. Chen Thanh Hai, directeur adjoint du département d'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous l'écoutons. Bonjour, que pensez-vous de la performance des exportations vietnamiennes en 2018, en particulier de la croissance des exportations qui a atteint 13,8%?
On peut dire que les réalisations de 2018 sont remarquables. Plus significatif encore, les entreprises domestiques ont connu un taux de croissance de leurs exportations supérieur à celui des entreprises à participation étrangère, ce qui nous donne de l'espoir concernant le maintien de la croissance dans les années à venir. Les exportations de produits agricoles, forestiers et aquatiques ont connu un pic remarquable en 2018 avec un chiffre d'affaires record de plus de 40 milliards de dollars. Que signifie ce chiffre? Ce résultat est particulièrement impressionnant dans le contexte où de nombreuses difficultés impactent la production agricole vietnamienne. Les entreprises de ce secteur ont fait des efforts énormes pour augmenter leur production et mieux profiter des opportunités de l'ouverture des marchés. Au lieu de ne s'occuper que de la vente de produits, de plus en plus d'entreprises exportatrices coopèrent avec les agriculteurs afin d'aménager des zones de matières premières et améliorer la qualité des produits exportés. Comment le ministère de l'Industrie et du Commerce s'est-il fixé l'objectif pour 2019? Quelles sont les solutions clés pour maintenir la croissance des exportations? L'objectif fixé par l'Assemblée nationale est de 8% pour 2019. De toute évidence, c'est un grand défi. Pour l'atteindre, il faut continuer à persister dans l'ouverture du marché en accélérant les négociations ainsi que la signature et la mise en œuvre de nouveaux accords de libre-échange. Deuxièmement, il faut continuer à fournir des informations aux entreprises pour qu'elles puissent tirer parti des avantages des accords de libre-échange. D'autres solutions importantes pour stimuler les exportations sont en outre le renforcement de la promotion commerciale, la résilience aux mesures anti-dumping, dans le contexte de la réapparition du protectionnisme mondial, l'amélioration de l'environnement des affaires, la simplification des procédures d'exploitation et la réduction des coûts de logistique. Je vous remercie pour cet entretien. 2018 a été une année de succès pour les entreprises de commerce électronique du Vietnam. Shopee et Lazada continuent de battre des records de vente après leur grande campagne de promotion, tandis que Tiki et Sendo, quant à elles, ont reçu des investissements importants leur permettant d'accélérer leur développement sur le marché. Reportage de Linti. Organiser des tirages au sort, s'engager à maintenir des prix bas ou mettre en place des campagnes de promotion. Telles sont des stratégies déployées avec succès par Shopee. En 2018, les visites sur Shopee ont été multipliées par 3 ou par 100 par rapport à la même période de 2017. Nos campagnes de promotion mises en place à la fin de l'année 2018 ont toutes généré un chiffre d'affaires et un nombre de commandes record de 3 à 5 fois de plus par rapport à la même période de 2017. Il y a des jours où nous avons reçu plus de 1 million de commandes. En 2018, nous avons lancé de nouvelles campagnes avec des marques vietnamiennes comme P&G. Leurs chiffres d'affaires ont aussi augmenté. Au cours des 6 premiers mois de l'année 2018, Shopee a reçu plus de 1200 milliards de dong de capital venant de sa société mère SEA. Face à l'expansion de son adversaire en mars 2018, le groupe Alibaba a décidé d'investir 2 milliards de dollars supplémentaires dans Lazada pour augmenter sa compétitivité. Ce taux de croissance montre les potentiels de l'e-commerce. Les avantages de l'e-commerce par rapport au commerce traditionnel sont indéniables. Les entreprises peuvent accéder à un grand nombre de clients de façon plus rapide et pratique. Avant ces avantages, c'est évident que dans 5 ans, le taux de pénétration du commerce électronique au Vietnam pourrait sans doute atteindre 5 à 10% contre 3% aujourd'hui. L'année dernière, Sendo a enregistré des ventes records, soit 5 millions de produits vendus sur la semaine du Black Friday. Avec une stratégie commerciale efficace, le monde mobile a enregistré en 2018 un chiffre d'affaires de 86 000 milliards de dong. Au cours des 8 premiers mois de 2018, la valeur totale des transactions sur le site Tiki a été multipliée par 10 par rapport à la même période de 2017.
La province du Thái Nguyên est devenue une nouvelle destination pour les investisseurs domestiques et étrangers. En l'espace de 3 ans, ses recettes budgétaires ont doublé pour atteindre l'an dernier 15 000 milliards de dong. L'essor du Thái Nguyên résulte principalement de ses efforts en matière d'amélioration de l'environnement d'investissement. Plus de détails avec Thu Hien. Implantée dans le Thái Nguyên depuis 2015, cette entreprise à capital 100% coréen est spécialisée dans la fabrication de chargeurs de batteries et de câbles téléphoniques pour un investissement total de 165 millions de dollars. Elle a créé des emplois pour des milliers de travailleurs locaux. Les dirigeants de cette entreprise apprécient hautement les procédures d'investissement dans cette localité. Les autorités du Thái Nguyên sont toujours à l'écoute des entreprises et nous créent des conditions favorables. Nous avons obtenu notre licence d'investissement en seulement une semaine. C'est très rapide. Au cours de ces dernières années, la province de Thái Nguyên est devenue une destination de choix pour de nombreuses grandes entreprises nationales et étrangères. À l'instar du projet du groupe coréen Samsung avec un investissement total de près de 6,4 milliards de dollars. La province du Thái Nguyên a attiré un flux important d'investissements étrangers, ce qui contribue de façon importante au maintien d'un environnement d'investissement transparent et efficace. Le projet de Samsung est un exemple parfait de l'attraction de cette localité. La simplification des formalités administratives est la clé et l'élément primordial pour attirer les investissements domestiques et étrangers à Thái Nguyên. Les autorités du Thái Nguyên se sont engagées à créer les conditions les plus favorables aux investisseurs en leur fournissant un environnement d'investissement et d'affaires clair, transparent et stable. Nous avons pris des mesures radicales pour simplifier les formalités et les procédures d'investissement dans les intérêts des entreprises. L'enregistrement d'une entreprise ne prend actuellement que dans 2 jours, soit beaucoup plus rapide que dans d'autres provinces. Avec des recettes budgétaires de plus de 15 000 milliards de dong, 2018 est la 4e année consécutive où le Thái Nguyên a généré un excédent de recettes plus élevé que l'objectif fixé. Vu ses atouts naturels et ses efforts visant à améliorer l'environnement d'investissement, la province ambitionne de devenir un nouveau pôle de croissance de la région du Nord, mais aussi du pays entier. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Concernant les informations du navire Olac Fortune qui était en détresse hier matin dans la zone maritime de Hong Kong, le consul général et les officiers du consulat général du Vietnam à Hong Kong et à Macao sont allés à l'hôpital rendre visite à l'équipage. Selon l'administration maritime du Vietnam, il s'agit d'un navire pétrolier de la société Olac basé à Ho Chi Minh Ville. Il y avait 25 membres d'équipage à bord, tous sont vietnamiens. Les unités de secours ont trouvé 23 personnes. L'une d'elles est décédée, 2 personnes sont portées disparues et les recherches continuent. Une explosion a provoqué la rupture de la coque puis un incendie. Le ministère des Affaires étrangères a demandé au consulat général de continuer à contacter les autorités locales pour obtenir des informations et mettre en œuvre les mesures de protection des personnes nécessaires pour protéger leurs droits et intérêts légitimes. L'association américaine des voyagistes USTOA a classé le Vietnam parmi les 10 meilleures destinations touristiques du monde pour 2019. L'information a été relayée par le journal USA Today dans son article intitulé « Quels sont les endroits que les touristes américains souhaitent découvrir en 2019 ?» Les sondés ont répondu dans l'ordre l'Italie, l'Islande, le Japon, le Vietnam, l'Australie, la France, l'Espagne, la Colombie, le Cambodge et le Portugal. Le sondage a été effectué par PricewaterhouseCoopers.
Le Vietnam figure également parmi les 10 nouvelles destinations touristiques du monde, selon USTOA, avec l'Islande, le Cambodge, la Croatie, la Colombie, le Portugal, le Bhoutan, la Bolivie, le Myanmar et l'Éthiopie. Cette année, en raison des fluctuations climatiques et du froid tardif, de nombreux abricots jaunes à Tuat Tin He ont fleuri en avance. Toutefois, dans le village d'abricotiers de Te Chi Tay, dans la commune de Dien Hoa, province de Thừa Thiên Huế, la plupart des abricots jaunes fleuriront à temps pour le Tết. Cela rend les producteurs d'abricots enthousiastes sur place, Kiewang. Nguyễn Cao Hùng se consacre à la culture des abricotiers depuis plusieurs dizaines d'années. Ces jours-ci, il prend soin de ces abricotiers pour qu'ils puissent fleurir à la date prévue pour le Tết. Je suis passionné par les abricotiers. Je crée de belles formes pour ces arbres et beaucoup de gens les aiment. J'ai déjà 60 ans et la culture des abricotiers m'apporte de la joie. L'abricot Dien Hoa est original par sa forme. Certains abricotiers sont vieux de plusieurs dizaines d'années, certains sont même centenaires. Grâce à leur expérience, les horticulteurs du village Te Chi Tay ont réussi à forcer des abricotiers jaunes à fleurir à temps pour l'arrivée du Tết. Nous prenons soin des abricotiers tout au long de l'année. Il faut les arroser régulièrement. La quantité d'eau dépend du temps. Si les abricotiers ont trop peu d'eau en juin, ils fleurissent souvent en octobre et en novembre, mais pas au moment du Tết. Il faut donc faire particulièrement attention en été. La commune de Dien Hoa compte 300 familles qui se consacrent à la culture des abricotiers et 200 autres qui viennent de commencer l'horticulture. C'est une bonne année pour les horticulteurs du village de Dien Hoa. Dien Hoa a été reconnue comme une commune de métier traditionnelle de la province de Thừa Thiên Huế. Nous encourageons les agriculteurs à développer davantage le village de métier. L'approche du Tết se fait sentir dans la commune de Dien Hoa. Les abricotiers centenaires rendent la commune encore plus belle que jamais. Aujourd'hui, il n'est pas difficile de posséder un appareil photo numérique et avec le logiciel Photoshop, il est facile de modifier une photo pour la rendre plus belle ou plus éclatante. Mais en raison de ce progrès technique, le métier de portraitiste risque de tomber dans l'oubli. Dans les années 1980 et 1990, alors que ce métier était en vogue, la ville de Cần Thơ comptait 7 portraitistes célèbres. Chacun possédait un grand atelier qui ne désemplissait jamais. Mais à présent, la plupart de ces artistes ont abandonné ce travail. Il en reste aujourd'hui seulement un, c'est le peintre Phan Ha. Nous vous proposons de rencontrer maintenant ce dernier portraitiste pour en savoir un peu plus sur son travail. Pour le peintre François, la passion pour le métier de portraitiste ne s'est jamais éteinte depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, à l'âge de 70 ans, il consacre toujours la plupart de son temps à ce travail. Il conserve ce métier dans l'espoir de préserver la beauté des portraits que la photographie moderne ne parvient pas à restituer. La photo est créée avec des produits chimiques et ne peut pas résister longtemps au temps. La portraiture est différente. Elle est faite avec des chapons en poudre. J'en utilise pour dessiner sur du papier et avec le temps, cette poudre s'accroche au papier et ne s'efface pas. Le portrait devient donc de plus en plus beau. Dans la mémoire de ce vieux peintre, lorsque le métier était à son apogée, il gagnait bien sa vie avec ses portraits. Mais aujourd'hui, sa situation financière est devenue beaucoup plus précaire avec ce métier. Avec l'arrivée de la technologie, les gens ont délaissé nos produits. C'est triste, mais c'est le temps, nous ne pouvons rien y faire. C'est compréhensible car le métier de portraitiste n'est pas aussi simple que de faire une photo. En plus de passion et de patience, le peintre doit aussi avoir le talent pour exprimer le caractère et l'esprit d'un personnage à travers ses yeux. Ce n'est pas une technique que tous les peintres peuvent maîtriser.
Je dois dessiner de la façon à ce que quand les gens regardent un portrait, ils doivent sentir que la personne sur le portrait les regarde aussi. C'est la difficulté du portraitiste. Avec seulement des coups de pinceau et de la poudre de charbon, le peintre peut produire une peinture vivante comme celle-ci. C'est ainsi que le portraitiste insuffle une âme dans chaque personnage, même si c'est une personne qu'il n'a jamais vue avant. À l'ère numérique, avec un ordinateur ou un smartphone connecté à Internet, tout le monde peut trouver des informations sur tous les domaines à travers les journaux en ligne et ce, de n'importe où. Mais à Hanoï, nous trouvons parfois des personnes âgées qui lisent avec beaucoup d'attention un journal en papier qui vient de sortir et qui sent encore l'encre. Une telle scène rappelle un mode de vie éloigné de la plupart des citadins, mais reste encore présent chez une partie des Hanoïens d'un certain âge. Nous vous proposons d'explorer ce trait culturel spécifique dans le reportage qui suit. Báo mới đây. Báo an ninh thủ đô, báo công an nhân dân. Mời các bạn đón xem cuộc thi đấu tỷ lệ đặt cược cho các cuộc khen thưởng đã diễn ra trên khắp. Le crieur de journaux est en train de signaler aux passants les dernières nouvelles parues dans les dernières éditions du jour. Il y a quelques années, ce cri était encore populaire, mais aujourd'hui, il a presque disparu de la ville. Est-ce un signe que la lecture du journal papier est en train de disparaître? En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Tous les jours, à 5 heures du matin, les journaux papier sont étalés sur les trottoirs devant et près de la poste centrale au centre de Hanoï. Les distributeurs les classent avant de les distribuer dans la ville. Le matin, je me lève habituellement à 4 heures, puis je vais dans les imprimeries ou les maisons d'édition pour rassembler les journaux vers la rue Dingde, à côté de la poste centrale. C'est là où se trouve le marché aux journaux où sont rassemblées toutes les agences et sociétés d'édition de journaux papier de Hanoï. Après avoir reçu tous les journaux nécessaires, je les divise en paquets, puis je les distribue dans les kiosques à journaux. Ces distributeurs doivent travailler à un rythme acharné et très rapidement pour pouvoir livrer les journaux avant 7 heures. Nous avons un dicton amusant qui manifeste notre enthousiasme pour ce travail. Les gens peuvent être mouillés, mais le journal jamais. À présent, les distributeurs des journaux papier comme moi règnent beaucoup moins qu'avant. Mais par amour pour le journal papier, nous voulons préserver cette habitude de lecture pour l'avenir. C'est réellement un beau trait culturel de Hanoï. Je suis ravie en voyant que le matin, de nombreuses personnes tiennent des journaux papier dans leurs mains et les lisent avec plaisir. En raison de la concurrence des journaux en ligne et des autres médias numériques, les kiosques à journaux traditionnels deviennent de plus en plus rares dans la capitale. Malgré cela, le propriétaire de ce kiosque, qui a 30 ans d'expérience dans le métier, croit toujours que l'habitude de lire des journaux papier ne se perdra pas complètement à Hanoï. C'est entre 1990 et 1995 que le journal papier a connu son apogée dans la ville. Sa vente était très animée, les gens faisaient la queue pour en acheter. Chaque jour, en quelques instants après la fin de la journée de travail, je pouvais vendre tous mes journaux. À présent, j'ai encore beaucoup d'acheteurs fidèles. Je pense que le journal papier ne disparaîtra jamais car il représente une nourriture spirituelle pour tous. Cette femme a raison de garder confiance, car si vous vous promenez dans la vieille ville, vous rencontrerez de temps en temps des personnes âgées qui lisent attentivement les journaux papier dans la rue. Ce peut être un serrurier, un vieil homme qui attend à un feu rouge, ou des personnes âgées qui s'arrêtent devant un kiosque à journaux après avoir fait un peu de marche à pied pour s'exercer. Hàng ngày nhất định phải đọc báo giấy. Đó là cái niềm vui thích. Chaque jour, je dois absolument lire au moins un journal papier.
C'est mon plaisir. Si je ne lis pas de journal papier, j'ai l'impression de manquer quelque chose. À mon avis, le journal papier propose des critiques et des informations qu'on ne voit pas à la télévision. Il représente aussi un mode de vie et de culture des Hanoïens. C'est la passion pour la lecture et l'apprentissage. Il y a des journaux que je veux collecter pour étudier. Donc, lire les journaux papier est un trait culturel à préserver. Même par les froides journées d'hiver, le lac d'Épée restitué au centre-ville est toujours le lieu où les personnes âgées se réunissent pour lire les journaux et échanger les nouvelles du jour. Après la réunification du pays, je faisais la queue tous les jours pour acheter des journaux. À cette époque, nous lisions les journaux avec passion. Un groupe de gens pouvait se partager un journal, puis discuter d'un bon article, d'un commentaire réussi. Cela pouvait m'apporter des informations plus concrètes et je pouvais les retenir plus longtemps qu'en regardant la télé de façon épisodique. Si vous les oubliez, vous pouvez les relire. Le journal papier est donc un document de référence. Je lis les journaux papier tous les jours pour me mettre au courant des nouvelles politiques et sociales, afin d'être informé. Car même si je ne travaille plus, j'ai toujours besoin d'enrichir mes connaissances. Surtout à cette époque d'abondance d'informations, les analyses profondes dans les journaux papier aident les lecteurs à avoir une vision plus claire sur l'actualité. Pour ces personnes, malgré l'évolution de la société, les valeurs culturelles gardent leur place. Et c'est pourquoi ils militent pour la préservation de cette habitude de lecture. Et comme d'habitude, avant de clôturer notre journal, voici les prévisions météo des principales villes du pays. C'est la fin de notre journal. Merci de votre fidélité et à demain pour une nouvelle édition du Journal francophone.